Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République en Afrique du Sud pour prendre part au 4e congrès du Parlement africain. Le ministre de la Justice à Zouérate pour s'informer sur l'incendie qui s'est déclaré dans la prison de la ville. Vous voyez les images du président de la République. Je le disais, le président de la République en Afrique du Sud pour prendre part au 4e congrès du Parlement africain. Ici, le ministre de la Justice à Zouérate pour s'informer sur l'incendie qui s'est déclaré dans la prison de la ville. L'agence Tadamoun de lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage entame l'édification d'infrastructures pédagogiques et sanitaires à Adelbago. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé cet après-midi à Madland, en Afrique du Sud. C'est dans cette ville qui abritera le 4e congrès du Parlement africain que le chef de l'État prononcera un discours devant cette institution. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport par une délégation de haut niveau du Parlement africain. Le président de la République avait effectué auparavant une escale à Malabo, dans la capitale de la Guinée équatoriale. Le président de la République a été accueilli par son homologue équato-guinéen, Théodore Obiang Nguema Mbasango, entouré de ses proches collaborateurs. Dans le salon d'honneur, Mohamed Ould Abdel Aziz a fait une déclaration à la presse dans laquelle il s'est félicité du niveau des relations entre la Mauritanie et la Guinée équatoriale et a remercié le président Théodore Nguema pour la qualité de l'accueil. C'est une occasion pour moi de m'entretenir avec mon frère et ami le président, pour qui j'ai une très grande estime et qui joue un rôle très important dans son pays et dans toute la région et même au-delà. Donc il est important quand même qu'au passage que je puisse trouver cette occasion pour me permettre de discuter avec lui des problèmes qui concernent les relations entre nos deux pays et aussi bien des problèmes qui concernent aussi toute notre région et l'Afrique et au-delà même. Chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours comme ça, c'est pour discuter des problèmes qui concernent nos pays et concernent l'Afrique. Parce que chaque fois, ces rencontres nous permettent de faire évoluer l'Afrique, d'évoluer la démocratie, d'améliorer aussi, d'aller dans le sens d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Merci. Le président de la République, président de l'Union africaine, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Middellang en Afrique du Sud. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laqouaf, les membres du gouvernement, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, les directeurs adjoints par intérim de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud accrédité dans notre pays. Le président de la République est accompagné par une délégation comprenant Mohamed Ould Bouidil, président de l'Assemblée nationale, Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ould Hanani, ambassadeur de Mauritanie à Pretoria, Mohamed Ould Zorman, sénateur, Sidi Ould Khive, chargé de mission à la présidence de la République, Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, Abdullahi Ould
Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Saad Ishaq Sidi Lamine, conseiller à la présidence de la République, Selma Mint Tegaddi, chargé de mission à la présidence de la République, El Hassan Oul Ahmed, directeur général du protocole d'État. L'actualité parlementaire a été marquée aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale par 2 réunions de la Commission des finances, laquelle, présidée par le député Sidi Ould Didi, son président, a examiné le budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et celui de l'Éducation nationale. Ahmed Salem Ould Béchir et Ba Ousmane, ministres de ces départements, ont assisté à ces 2 réunions. Nous allons à présent nous rendre à Zouérate. Vous le savez, le pénitencier de cette ville minière a été victime d'un incendie hier qui a causé la mort d'un détenu et blessé plusieurs autres. Ce matin, le ministre de la Justice s'est rendu sur les lieux du sinistre pour s'informer des causes et des circonstances de l'incendie. Aminata Khan. Après l'incendie survenu dans la prison civile de Zouérate, le ministre de la Justice, Sidi Ould Didi, est arrivé sur les lieux ce matin pour constater les dégâts causés par l'incendie. Sur place, le ministre de la Justice s'est enquis de la situation carcérale au niveau de la ville. Par la suite, le ministre de la Justice, Sidi Ould Didi, s'est entretenu avec les autorités pénitentiaires locales ainsi que les parents des victimes de l'incendie. Au cours de la réunion, le ministre a rassuré les parents des victimes sur le déroulement de l'enquête qui est en cours. Au sortir de la rencontre, le garde des Sceaux a déclaré que les circonstances de l'incendie seront élucidées par les autorités compétentes présentes à Zouérate, avant d'ajouter que cette visite lui a permis de constater la situation des détenus dans cette ville. Pour finir, le ministre de la Justice a réitéré l'engagement des pouvoirs publics durant ces dernières années à améliorer les conditions de vie des détenus. Le ministre de la Justice a profité de sa visite pour se rendre au chantier de construction du nouveau palais de justice. Notons que les travaux de construction du nouveau palais de justice ont démarré le 28 novembre dernier à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance. La délégation ivoirienne conduite par son ministre des Affaires étrangères a achevé sa visite de travail dans notre pays. Une visite qui a permis de relancer la coopération bilatérale à travers la signature de plusieurs conventions et permis aux hôtes de notre pays de visiter des centres d'intérêt dans la capitale. Bokar Baylaba. C'est au marché des poissons situé à la plage des pêcheurs que la délégation ministérielle ivoirienne de haut niveau a posé le dernier acte de sa visite de 3 jours en Mauritanie. Sur place, la délégation a été édifiée sur le fonctionnement de ce marché qui a pour vocation d'approvisionner le pays en produits halieutiques et de réguler les prix sur les autres points de vente à travers la Mauritanie. En compagnie du directeur général du marché des poissons, la délégation ivoirienne a reçu des explications sur la variété de poissons pêchés et les prix appliqués. Et c'est dans ce même cadre que le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, M. Kobena Kwasi Adjoumani, a été reçu en audience ce matin par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nani Ould Chrouka. L'entretien a porté sur les différents aspects de la coopération dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime et les moyens susceptibles de renforcer cette coopération. Autre moment fort de cette visite, c'est cette séance de travail entre les délégations mauritaniennes et ivoiriennes. Une séance de travail qui aboutit à la signature de 5 accords de coopération portant sur la création d'une grande commission mixte de coopération, la libre circulation des personnes et des biens ainsi que la pêche et l'aquaculture. Les 2 parties ont convenu de convoquer la première session de la grande commission mixte de coopération en 2015 à Abidjan. La visite de la délégation ivoirienne de haut niveau a été également marquée par cette séance de travail élargie aux 2 délégations et co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould Didi, et son homologue ivoirien, M. Charles Kofi Dibi. Une séance marquée par un échange d'allocutions entre les 2 chefs de diplomatie
Intervenant en premier, M. Ahmed Teguedi a exprimé la reconnaissance de la Mauritanie à l'État ivoirien pour la diligence et le traitement convenable dont bénéficie la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire. Quant au ministre ivoirien des Affaires étrangères, il a souligné que les présents échanges marquent un tournant décisif dans les relations entre les deux pays, se félicitant de l'opportunité de poser les jalons de relations plus dynamiques et plus fructueuses entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication poursuit ses visites de prise de contact. Ismaël Ould Ould Cheikh Sidiya a visité entre autres la Procapec et l'ANAPEJ. Aziaïdara. Cette visite du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Nouvelles Technologies, Ismaël Ould Ould Cheikh Sidiya, dans certains services relevant de son département, a débuté à la direction centrale de son ministère. Sur place, le ministre Ismaël Ould Ould Cheikh Sidiya a sensibilisé son personnel sur l'importance de l'assiduité. La deuxième étape de cette visite était à la direction des micro-projets où le ministre a suivi un exposé sur les missions, le rôle de cette direction et sa contribution dans la promotion des micro-projets. Cet exposé a mis également en exergue le suivi des stratégies mises en place pour l'insertion des jeunes. Ici, à la direction de l'emploi, troisième étape de cette visite, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Nouvelles Technologies a parcouru tous les services et bureaux de cette direction, chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de l'accès à l'emploi. Quatrième étape de la visite du ministre était à l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, ANAPEJ, où le ministre Ismaël Ould Ould Cheikh Sidiya a suivi des explications à savoir sur les missions de cette direction. Il a ensuite suivi des exposés sur le rôle, les missions de ce projet qui vise entre autres l'amélioration des conditions de vie des démunis pour l'obtention des crédits. La dernière étape de cette visite marathon a eu lieu dans les locaux de Procapec où le ministre s'est enquis du rôle et de l'objectif de la création de cette agence. Au terme de cette visite, le ministre a fait la déclaration suivante. Cette visite fait partie d'un ensemble de visites qui vont durer 3 jours, une série de visites qui vont durer 3 jours et qui toucheront à la fois l'emploi, la formation professionnelle et les technologies de l'information et de la communication. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre d'un plan d'action en cours d'élaboration qui répond aux exigences du moment et qui est consécutif également aux instructions du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Notons que ce secteur de la formation professionnelle bénéficie d'un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics, particulièrement en matière de formation et d'emploi des jeunes. À New York, la réunion des ministres africains chargés du genre et de la promotion féminine, présidée par notre ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Lamina Mentel Qutb, au siège de la représentation permanente de l'Union africaine, a adopté la liste des 30 membres de la décennie de la femme africaine 2010-2020 qui aura pour thème changement climatique et développement durable pour l'année en cours. Ici, au pays, le directeur général de l'agence Tadamoun de lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage a donné à partir de l'arrondissement d'Ad el-Bagrou le coup d'envoi de l'édification de certains édifices pédagogiques et sanitaires. Ces infrastructures profitent aux populations du regroupement des villages de Jrana. Moussa Ndiaye. Le regroupement des différentes localités de Jrana relevant de l'arrondissement d'Ad Bagrou dans la Muqata'a d'Amourj au Had al-Sharqi est désormais au programme de l'Agence nationale Tadamoun de lutte contre la pauvreté, les séquelles de l'esclavage et pour l'insertion. Environ 15 villages ont bénéficié d'un centre de santé, des établissements scolaires et une mosquée avec Mahadra en réponse aux doléances des citoyens
et sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens à l'intérieur du pays. Dans ce cadre, Maître Hamdi Ould Mahjoub, directeur général de l'Agence nationale Tadamoun, a indiqué que cette visite vient concrétiser les différents volets du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, que le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre. De son côté, M. Mohamed Ould Belhammesh, Wali du Hod al-Sharqi, a précisé dans son intervention l'engagement de l'agence Tadamoun qui vient concrétiser, dit-il, ses engagements lors de ses précédentes visites, en vue d'assister les différentes franges de la société à travers des programmes et des projets de développement durable. La réalisation de plusieurs infrastructures de base dans des zones rurales va sans nul doute relever le niveau de vie des citoyens. Aussi, elle mettra fin aux difficultés que rencontrent les habitants de toutes ces localités. L'électricité est une énergie à laquelle tout un chacun doit pouvoir accéder. Notre coup de projecteur, nous le consacrons ce soir à la Somelec et au rôle que ces services décentralisés assurent en vue de faciliter aux citoyens l'accès à ces services publics. Mohamed Abdallah Ab. Chacun prend sa place dans ses rangs. Il attend avec impatience son tour. Il est temps d'abandonner le courant volé et illicite. Tout le monde semble désormais convaincu de l'importance d'avoir un abonnement légal. Du coup, les histoires des gens présents ici sont assez révélatrices. Selon cette cliente, elle s'inquiète des câbles éparpillés dans son quartier. Elle représente un grand danger pour les enfants. Elle demande que des poteaux électriques soient érigés. Quant à ses clients, il est satisfait de la régularité des factures. Pourtant, il espère que la couverture soit élargie aux environs de la capitale. Cet autre usager évoque le problème d'escroquerie. Il est surpris par des gens qui visitent souvent leur zone en se disant des employés de la Sonelec. Ils leur payent 10 000 ou 20 000 ouguiya pour obtenir un abonnement, mais aussitôt ils disparaissent avec leur argent. Face à cette multiplicité des défis, la Sonelec essaie de moderniser progressivement son infrastructure. En parallèle avec la campagne antifraude, elle mène depuis 2009 un plan d'action qui vise l'amélioration des services à travers un renforcement des capacités. Le plan d'action qui a été mis en œuvre peut être subdivisé en 3 étapes importantes. La première était une phase d'urgence dont l'objectif était de corriger les déséquilibres entre l'offre et la demande. Dans ce cadre, on peut citer la mise en service de la centrale Arafat 2 d'une puissance de 10,5 MW et la construction d'une centrale, la centrale du WAF, d'une puissance de 36 MW. La deuxième étape visait la généralisation de l'accès à l'énergie électrique à travers l'extension des réseaux de distribution et le renforcement de l'évacuation de l'énergie électrique. Dans ce cadre, on peut citer la construction de 2 grands postes de transformation et l'extension des réseaux dans toutes les muqata'a de la capitale et de certaines villes de l'intérieur du pays. La troisième étape consistait, elle, à réduire les coûts de production et à introduire les ressources énergétiques nationales dans le mix énergétique national, telles que le gaz et les énergies renouvelables. Dans ce cadre, on peut citer la mise en service de la centrale photovoltaïque solaire de 15 MW et la construction d'un parc éolien de 31,5 MW. Cette stratégie de réforme n'assurera pas seulement les besoins en électricité, mais contribuera également à l'embellissement de l'image urbaine de nos villes. À Nouadhibou, un groupe de jeunes qui porte le nom de Nouvelle Génération de Mauritanie a organisé en collaboration avec un groupe de pêcheurs un rassemblement politique qui avait pour cadre la maison des jeunes de la ville. Le groupe a annoncé à cette occasion sa décision de conjuguer ses efforts avec l'initiative L'Alternance démocratique dont le président Bokar Ndiaye a appelé les acteurs politiques dans le pays à participer aux prochaines élections, invitant par la même occasion le président de la République.
Au chapitre de l'actualité internationale, les réactions européennes et américaines ne se sont pas fait attendre au lendemain du référendum sur l'indépendance de la Crimée. L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé des mesures ciblées, restrictions de visas et gel d'avoirs contre plusieurs responsables russes et ukrainiens pro-russes. Babacar Ndiaye. Lors d'une réunion à Bruxelles ce lundi, les ministres européens des Affaires étrangères ont adopté des sanctions ciblées contre des responsables russes et ukrainiens pro-russes. Ces mesures interviennent au lendemain de la proclamation de l'indépendance de la Crimée qui a officiellement demandé son rattachement à la Russie. Au même moment, à Kiev, le Parlement ukrainien a approuvé une mobilisation partielle de ses forces armées pour faire face à l'ingérence de la Russie dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Le président ukrainien par intérim Oleksandr Turchinov a qualifié le référendum en Crimée, approuvé dimanche à près de 97% de grande farce. Dimanche soir, à la place Lénine à Simferopol, autorités séparatistes comme la population ont entonné l'hymne national russe en compagnie d'une chorale de chanteurs en tenue de marins de la flotte de la mer Noire. Dans la foulée, les États-Unis ont rejeté ce référendum tout en brandissant des sanctions supplémentaires contre Moscou. Et nous clôturons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité dans le reste du monde. Tente d'élucider le mystère de la disparition du vol MH370 il y a 9 jours, et ce dans le cadre d'une opération multinationale. La France a envoyé 3 enquêteurs du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'avion civil. 25 pays participent aux recherches en passant au peigne fin des corridors aériens et la vérification des antécédents des 239 passagers. L'enquête se concentre sur l'équipage du cockpit. Les domiciles des 2 pilotes ont été perquisitionnés, d'autant que si la désactivation des communications faites de manière délibérée ne demande pas un professionnalisme aigu en la matière, la désactivation du système AK ne peut qu'être le fait d'une personne initiée. Un pétrolier qui tentait d'emporter du brut acheté illégalement aux rebelles libyens a été saisi par les forces spéciales de la marine américaine, et ce à la demande des gouvernements libyens et chypriotes. La marine américaine a ainsi mis fin à la première tentative des rebelles qui bloquent les terminaux pétroliers depuis juillet en réclamant l'autonomie de la région orientale de la Libye d'exporter le pétrole qu'ils détiennent. Les autorités libyennes ont ordonné l'arrestation du navire et de son équipage, et la marine libyenne avait annoncé avoir cerné le port pour l'empêcher de sortir. Elles ont admis que le navire ayant chargé au moins 234 000 barils de brut avait réussi à profiter des mauvaises conditions climatiques pour se diriger vers le large et échapper à l'escorte des forces libyennes. Voilà, c'était la dernière note de ce journal. Voici le rappel des titres. Le président de la République en Afrique du Sud pour prendre part au 4e congrès du Parlement africain. Ici sur ces images, le ministre de la Justice à Zouérat pour s'informer sur l'incendie qui s'est déclaré dans la prison de la ville. L'agence Tadamoun de lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage entame l'édification d'infrastructures pédagogiques et sanitaires à Add el-Bagrou. Voilà qui met fin à cette édition d'ici ou d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.